Bonjour à tous. Dans cette troisième partie, nous allons aborder les coccycodinies. Au cours d'une première présentation, nous avons abordé les douleurs périnéales de manière générale et nous avons insisté sur un élément qu'on appelle la sensibilisation. Nous avons pu voir que dans toute douleur, il existe une part de lésion, le traumatisme, l'irritation, la blessure, l'infection, et d'autre part, une réaction du corps, une réaction du système nerveux que l'on a pu analyser au cours des précédentes présentations et qui correspond à ce qu'on appelle la sensibilisation. Elle traduit une partie de la douleur qui serait d'origine neurologique, musculaire, en relation avec ce mécanisme de sensibilisation. Ce mécanisme de sensibilisation est systématiquement présent, il est plus ou moins marqué, plus ou moins ancré dans la douleur que présentent les patients. Si bien que, à chaque fois qu'on abordera une douleur, on s'intéressera à la composante lésionnelle, la lésion, et dans le cas de la présentation d'aujourd'hui, les coccyx, les problèmes liés propres au coccyx, et la douleur que l'on va analyser, qui est propre à la réaction régionale et qui présente une composante neurologique de sensibilisation régionale plus ou moins marquée. Tout d'abord, le coccyx, cette structure osseuse terminale, après le sacrum, elle est constituée le plus souvent de deux pièces dont la mobilité est variable en fonction du type d'articulation que l'on retrouve au niveau des pièces coccygiennes. Le coccyx peut avoir plusieurs formes, une forme verticale, une forme horizontale, une forme en crochet. Sa forme de départ ne préjuge pas de l'évolution vers une forme qui va être douloureuse plus tard. D'ailleurs, la forme en crochet, qui peut impressionner certains, est une forme, au contraire, qui est à l'origine d'une horizontalisation du segment coccygien et qui n'a pas tendance à favoriser particulièrement la survenue de douleurs. L'innervation de la région, elle est importante à connaître. On a parlé tout à l'heure de lésion et de sensibilisation. La sensibilisation, elle correspond à une sensibilisation du système nerveux. Donc dans notre approche thérapeutique, on va s'intéresser au coccyx, mais également à son innervation. L'innervation du coccyx, elle est assurée par des branches nerveuses d'origine coccygienne, mais surtout par un relais nerveux qui est le ganglion impar que nous avons détaillé au cours des précédentes présentations. Je ne reviendrai pas sur le système nerveux autonome qui est constitué de cette chaîne ganglionnaire que l'on retrouve bien sur l'image de gauche, qui se termine par un ganglion unique qui est le ganglion impar. Ce système nerveux est à l'origine de la sensibilité inconsciente, autonome, qui fait qu'on ne sent pas en permanence son coccyx, mais le coccyx ressent des informations qui sont transmises et gérées par notre système nerveux. Lorsqu'on a une lésion donnée, ce système nerveux peut être hyperactif, on parle de sensibiliser. Cette sensibilisation peut se retrouver progressivement jusqu'au niveau de la moelle épinière et également jusqu'au niveau du cerveau, mais elle est également retrouvée en périphérie et dans ces relais nerveux. Donc pour ce qui concerne cette région, le relais nerveux, c'est le ganglion impar. Alors, sur le coccyx s'insèrent des muscles. Sur sa face antérieure va s'insérer les muscles releveurs de l'anus, principalement. Vous l'avez sur l'image en haut, au milieu. On voit ce muscle constituant un véritable diaphragme et qui vient s'insérer sur le coccyx. Ce diaphragme enveloppe d'avant en arrière le vagin et en arrière le rectum, et ensuite on voit ces terminaisons sur la région sacrée, le sacrum, et à l'extrémité en bas au niveau du coccyx. S'insère également sur ce coccyx, sur sa face externe, un muscle qu'on appelle le muscle gluteus maximus, qui est le muscle grand fessier, qui vient s'insérer également sur le coccyx. Et à la partie toute distale, tout au bout du coccyx, s'insère en partie le sphincter anal. Alors, il est important, et la raison de ces images,
c'est pour vous montrer que les muscles s'insèrent sur des très grandes surfaces, si bien que la portion musculaire qui s'insère sur le coccyx, elle est extrêmement faible, si bien que si une intervention est envisagée et le coccyx réséqué, sectionné, enlevé, il n'y aura pas de retentissement sur les capacités fonctionnelles, musculaires de chacun. On note également l'insertion de ligaments, vous le voyez sur l'image à droite, au milieu. Tous ces ligaments présentent des insertions extrêmement étendues et donc l'insertion coccygienne au vu du volume global des insertions reste accessoire. Connaître également les muscles est important puisque les muscles peuvent être à l'origine de douleurs. Si bien que si vous avez une douleur musculaire sur un muscle très proche du coccyx, vous pouvez, vous, sur le plan cérébral, cortical, interpréter ça comme une douleur liée au coccyx. Et tout simplement, ça serait une douleur musculaire, soit du muscle grand fessier pour ses insertions externes, soit du muscle releveur de l'anus pour ses insertions, et ce muscle donc qui s'insère sur la face interne du sacrum et du coccyx. Alors, le coccyx a une mobilité active. Lorsqu'on décide de contracter son sphincter anal, ça le fléchit. Ça peut expliquer des douleurs dans certaines situations chez certains patients. Et puis, on peut de manière active, lorsqu'on décide nous-mêmes de le relâcher, lorsqu'on veut exonérer, aller à la selle, ou lors des accouchements, lorsqu'on pousse, on va avoir une extension active à volonté, de notre volonté, du coccyx. Le coccyx présente également une mobilité qu'on appelle passive. C'est pas nous qui décidons de le faire bouger. Quand on s'assied, il se fléchit. Quand on se lève, il se détend, il se remet légèrement en extension. Sur le plan pathologique, dans les maladies que l'on voit, dans les plaintes fonctionnelles de nos patients, ils ont mal au coccyx en position assise le plus souvent, et on reviendra là-dessus un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, on va, sur cette image, essayer de détailler qu'est-ce qui se passe lorsque l'on se met en position assise. En fait, il existe une rotation du bassin. Comme vous pouvez voir sur l'image, cette rotation du bassin va être à l'origine d'une rotation de hanche et la rotation de l'axe de la colonne vertébrale du sacrum et du coccyx va être à l'origine d'une horizontalisation du coccyx. On a pu constater que cette rotation du bassin, elle va être gênée lorsqu'il existe un indice de masse corporelle important, lorsqu'il existe un tablier abdominal important, il va gêner ce mouvement de rotation et il va avoir tendance à le diminuer, si bien que le coccyx va se présenter de manière plus verticale sur l'assise. On retrouve cela également lorsqu'il existe une chirurgie au niveau lombaire, lorsqu'il existe une chirurgie d'arthrodèse au niveau lombaire ou une lombalgie qui va être à l'origine d'une raideur de la région lombaire, on constate que cette rotation du bassin va être gênée. Et pour la pathologie rachidienne, cela est en raison avec le blocage de la région lombaire ne permettant pas la perte de la lordose lombaire, cette diminution de la lordose lombaire qui va favoriser cette rotation du coccyx par un mouvement d'horizontalisation. Cette rotation du bassin va être par contre augmentée dans certaines situations et notamment lorsqu'on est assis sur un siège bas ou lorsqu'il existe une hyperlaxité ligamentaire. L'examen clinique du coccyx, l'interrogatoire, ce sont des patients, la douleur est assez pure. On voit des patients qui nous sont adressés pour coccycodynie, mais dont la douleur dépasse largement le territoire du coccyx, bien trop pour que ce soit un coccyx, et c'est plutôt une douleur périnéale d'origine neurologique, sans problème liée à l'articulation coccygienne. La pathologie coccygienne est assez pure. Les patients viennent parce qu'ils ont une douleur qu'ils arrivent à bien localiser. Elle est en regard du coccyx. C'est une douleur qui est provoquée en position assise et soulagée en position debout. Sur un siège dur, elle est d'autant plus présente. Elle est d'autant plus présente lorsqu'on est assis et légèrement penché en arrière. Elle peut être également aggravée au lever de la position assise. Ça, c'est quelque chose d'assez spécifique des problèmes ostéo-articulaires du coccyx. Enfin, il peut exister dans certaines situations des douleurs qui sont aggravées en position assise et qui peuvent durer en position debout. Ce sont les témoins d'une hypersensibilisation de la région. Voilà. Donc l'examen clinique, il va comprendre un examen bien sûr rachidien,
Est-ce qu'il existe ou non des douleurs lombaires? Est-ce qu'il y a ou non des douleurs provoquées à la palpation au niveau lombaire? On examine la région cutanée au-dessus du coccyx, où on va rechercher ce qu'on appelle une allodynie. C'est une sensibilisation de la peau. À force d'avoir mal, il existe une réaction du système nerveux. On va commencer à l'évaluer, donc la part lésion et la part réaction de sensibilisation au cours de l'examen. Cette allodynie au contact. On va faire une flexion coccygienne qui va avoir tendance à réveiller les douleurs du patient. La douleur doit être provoquée par la flexion pour qu'on parle de coccycodynie sur instabilité ou sur lésion ostéo-articulaire chez nos patients. L'examen peut se poursuivre par voie rectale avec un examen des muscles qui s'insèrent sur le coccyx et un examen de la mobilité coccygienne. Un coccyx qui fait mal lorsqu'on le met légèrement en extension, là on tire plutôt sur les muscles, c'est plutôt en faveur d'une pathologie musculaire. Un coccyx qui fait mal en flexion, c'est plus en faveur d'une lésion, d'instabilité entre les différentes pièces coccygiennes. Les examens que l'on fait paracliniques, radiologiques, pour pouvoir objectiver ce qui se passe sur le coccyx lorsque on est en position assise et qu'on a de la douleur. Le premier examen reste la radiographie que l'on doit faire en position debout, tout d'abord, puis en position assise. On va ainsi objectiver ce qui se passe au niveau du coccyx lorsqu'on est en position assise. On complète souvent par un scanner qui va montrer la qualité osseuse. Il va montrer s'il existe ou non une sorte de spicule, une épine au bout du coccyx qui peut être irritative. Il va rechercher une fracture, rechercher s'il existe une dégradation de l'os, comme on peut le voir dans des maladies infectieuses ou des lésions tumorales. On peut également rechercher des calcifications qui se mettent, des dépôts calciques ou des dépôts de cristaux qui vont se déposer au niveau des articulations et être à l'origine d'une inflammation lorsque l'articulation entre deux pièces coccygiennes est amenée à bouger lorsqu'on s'assied. L'IRM est très importante, ça va nous permettre de faire le point sur la région, mais également de découvrir certaines lésions qu'on montrera un peu mieux sur des images après, des tumeurs bénignes qui se développent très lentement et qui peuvent se manifester tout simplement par des douleurs qui apparaissent au fur et à mesure en position assise. Donc le bilan, le seul examen dynamique reste la radiographie. Certains confrères proposent d'analyser le coccyx par une échographie. C'est une idée tout à fait intéressante. Le seul inconvénient, c'est qu'elle ne reprovoque pas la douleur. Il n'y a pas une analyse en imagerie de la douleur en condition où le patient a habituellement mal. On ne peut pas faire une échographie en position assise, mais on peut faire une radiographie en position assise. Les causes que l'on retient. On retient déjà des causes liées aux articulations coccygiennes. Elles peuvent se luxer, elles présentent une hypermobilité, à force de s'asseoir et de cogner finalement parce qu'on n'est pas capable de faire cette rotation du bassin que l'on a évoqué tout à l'heure, on peut avoir une luxation en arrière, on va montrer des illustrations. On peut avoir une hypermobilité en flexion, voire une luxation en avant entre les pièces coccygiennes. Enfin, on peut avoir une épine osseuse qui va venir irriter la peau, les tissus, lorsqu'on est en position assise. Cela correspond à environ 60% des lésions que l'on rencontre. 40% des patients que l'on voit qui ont des douleurs coccygiennes n'ont pas d'image de luxation, d'hypermobilité ou d'épine. Par contre, dans 15% des cas, on va avoir des signes indirects d'un début de lésion qui va évoluer avec le temps vers une véritable lésion et rejoindre les fameux 60%. D'autres patients ne présentent aucune lésion articulaire ou ligamentaire entre les différentes pièces coccygiennes. Ce que l'on retrouve chez ces patients le plus souvent, soit c'est une pathologie musculaire, les muscles qu'on a évoqués au début, qui présentent des contractures douloureuses. Ce sont souvent les témoins d'une hypersensibilisation de la région. Ils peuvent être associés à un problème de coccyx, mais ils peuvent survenir de manière indépendante dans le cadre de pathologies neurologiques du périnée, par exemple les névralgies. Ils peuvent également être le témoin d'une hypersensibilisation de la région, également dans le cadre de lombalgie, donc une origine rachidienne. On a évoqué les causes avant l'apparition de la lésion ou lésion débutante que l'on peut identifier à l'examen clinique et on peut retrouver sur l'imagerie parfois des signes indirects sur les lésions, sur les imageries radiologiques effectuées en position debout et en position assise. On a évoqué les causes lombaires. La lombalgie peut donner des douleurs projetées ou des douleurs coccygiennes. Ce sont des douleurs qui peuvent effectivement être aggravées
en position assise, mais le patient signale qu'il a aussi mal debout, il a mal aussi au coccyx lorsqu'il fait des efforts, donc on a des arguments qui nous mènent plutôt vers une origine lombaire. Enfin, on a évoqué les origines musculaires qui sont le témoin de l'hypersensibilisation de la région. On évoque entre autres les névralgies qui peuvent aussi donner des douleurs du cadre osseux et par un mécanisme d'hypersensibilisation et donc donner des douleurs coccygiennes mais qui n'ont pas exactement ce tableau pur que l'on voit dans les coccicodinies sur lésions ostéo-articulaires. Voilà une illustration des douleurs musculaires. On peut avoir mal au coccyx parce qu'on va avoir des douleurs. Là, vous voyez les petites croix sur l'image en haut à droite qui sont des douleurs propres aux muscles et on les vivra comme des douleurs coccygiennes, mais elles seront vécues comme latéralisées. Le coccyx ne fait jamais mal sur un côté en tant que lésion ostéo-articulaire. Ce sont toujours des lésions, des douleurs médianes. J'ai remis les images musculaires pour vous donner un support pour pouvoir vous rappeler des insertions musculaires et pourquoi est-ce qu'on peut avoir une douleur au coccyx d'origine musculaire. Là, vous voyez bien les insertions, encore une fois, sur le coccyx. Mais les douleurs musculaires, ça sera plutôt latéralisé. Les clichés dynamiques qu'on a évoqués tout à l'heure, donc on les fait en position assise, en appuyant, pour essayer de réveiller sa douleur. On commence toujours par des clichés debout. Le coccyx a une mobilité. En salle de radiologie, on va aller vite entre la position assise et la position debout. Et on craint que l'amplitude de la mobilité du coccyx soit sous-estimée si on commence par des clichés en position assise, puis ensuite on fait des clichés en position debout. Ce que je conseille à mes patients, c'est de rester debout en salle d'attente, le temps d'être appelé pour faire la radiographie. Et attention, commencez par une radiographie debout. Ensuite, on s'assied et on appuie bien pour essayer de provoquer cette douleur coccygienne et ainsi on pourra voir ce qui se passe lorsque vous avez des douleurs sur les radiographies. Vous avez ici des illustrations du coccyx en position debout et en position assise dans des cas de luxation postérieure. Comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, en position debout, on voit le coccyx, on voit une interligne articulaire, c'est le petit bout qui est au bout. Et puis comme vous pouvez le voir, lorsqu'on s'assied, le coccyx ne peut pas s'horizontaliser, donc il vient cogner sur la table, entre guillemets, sur le plan d'assise. Et ces micro-traumatismes répétés vont induire progressivement une laxité, une élongation de la capsule articulaire et aboutir à ce que quand on s'assied, puisqu'on ne peut pas s'horizontaliser, le coccyx va commencer à se décaler, comme vous pouvez le voir sur l'image, et à se luxer en arrière. On parle de luxation postérieure. Vous avez ici une autre image de luxation postérieure. Vous voyez que le coccyx s'est aligné avec le sacrum sur la position debout et quand on s'assied, le coccyx peut basculer en arrière comme vous pouvez le voir sur cette image. On parle de luxation postérieure. Ça correspond à 20% des luxations des douleurs ostéo-articulaires à l'origine de coccycodynie chez nos patients. Une image de luxation antérieure. Vous voyez une position assise où anormalement la dernière pièce que vous voyez en position debout qui est dans la continuité entre la première, deuxième et troisième pièce coccygienne. Et comme vous pouvez le voir en position assise, le segment coccygien se replie complètement et ce qu'on appelle une hypermobilité. C'est plus fréquent chez la femme. Se retrouver quasiment pratiquement que chez la femme, et dans 5% des cas, cette flexion en avant peut aboutir jusqu'à une luxation de ce fragment coccygien en avant. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on voit une subluxation, le morceau qui commence à se décaler de la continuité des articulations en position assise. Vous avez ici une image d'épine ou spicule. On peut la voir en radiographie comme ce petit bec qui pointe en arrière. Ce petit bec osseux, on le retrouve également sur l'IRM. Chez les patients, on retrouve souvent une notion d'amaigrissement avant l'apparition de ces douleurs et paradoxalement, lorsque ces douleurs s'installent, la reprise de poids ne fait pas systématiquement disparaître ces douleurs. On peut évoquer une sensibilisation de la région, on revient sur ce mot lésion et sensibilisation qui peut entretenir la pérennité de ces douleurs. Vous avez ici un exemple qui explique pourquoi l'IRM est extrêmement importante pour éliminer des pathologies associées. Là, vous avez une image où on voit le sacrum de profil et on voit qu'au bout d'un moment, on ne voit plus l'os. Cette image, cette lésion qui continue en dessous est une tumeur bénigne qui a grignoté l'os au fur et à mesure des années, s'est développée et a abouti un jour, sans aucune excroissance osseuse visible, vers des douleurs. Et les douleurs ont été le mode de manifestation, j'ai mal en position assise, qui ont conduit à la réalisation du bilan et à la découverte de cette lésion. Enfin, les coccycodinies, les douleurs coccygiennes que l'on voit chez la femme après l'accouchement.
leur fréquence par rapport à leur incidence par rapport à la population générale reste similaire, 7% des coxycodynie chez la femme qui est enceinte, idem 7% des coxycodynie dans le cadre de la population générale, 7%. Ces douleurs apparaissent soit pendant l'accouchement, soit dans les jours qui suivent l'accouchement. On constate dans la population du postpartum une fréquence beaucoup plus élevée de luxation postérieure, favorisée probablement par un accouchement difficile. Et on retrouve également comme facteur favorisant un poids anormalement élevé. Les traitements, le traitement des coccyx, lorsque la douleur est récente, post-traumatique, ou voilà, ça commence, j'ai un petit peu mal au coccyx, on constate une sensibilité aux anti-inflammatoires, mais qui est retrouvée uniquement au premier mois. Ensuite, le traitement médicamenteux n'est pas efficace. Si l'examen retrouve des douleurs musculaires, la thérapie manuelle peut être utile et être à l'origine d'une amélioration de nos patients. S'il n'existe pas de douleur à la palpation au cours de l'examen clinique, la thérapie manuelle va être utilisée comme appoint, mais elle ne sera pas un traitement de premier plan dans le cadre des douleurs de ces patients. Mais elle garde toujours une place dans la prise en charge des douleurs coccygiennes. La douleur musculaire peut être initiale, elle peut également apparaître progressivement, elle peut être précédée simplement de contractures que l'on retrouve à la palpation avant d'évoluer vers la douleur. Donc ça s'inscrit dans le traitement de nos patients, mais dans certains cas, ça sera le traitement princeps, dans d'autres cas, ça sera un traitement associé à d'autres approches thérapeutiques, notamment l'infiltration, soit de l'articulation douloureuse ou de l'épine. Depuis quelques années, on évolue vers un traitement, comme je vous l'ai dit, à la fois de la lésion, donc l'articulation, et donc on fera une infiltration de l'articulation, mais dans le même temps, on va traiter la réaction, la sensibilisation régionale par un blocage ou une infiltration également des relais nerveux. La chirurgie, elle n'est proposée qu'en dernier recours, lorsque l'ensemble de ces traitements se révèle insuffisant. Et dans les indications où bien entendu il y a une lésion radiologique, une luxation, une épine, ou une luxation antérieure ou postérieure, ou une épine. Donc le traitement conservateur, la thérapie manuelle, 20-30% d'amélioration, très bonne indication de manière générale, mais surtout lorsqu'il existe à l'examen clinique une atteinte musculaire. L'infiltration est le traitement premier qui a été développé depuis quelques années. L'approche par une infiltration couplée à une radiofréquence semble apporter un plus dans la prise en charge de ces douleurs. La désensibilisation en même temps que le traitement de la lésion. Vous avez ici une illustration d'une infiltration de l'interligne articulaire. Donc on va traiter cette articulation, mais on va en même temps bloquer les relais nerveux que je vous ai montré schématisé sur les deux images de droite, où le produit va passer en avant du sacrum et venir endormir ces relais nerveux, c'est de bloquer ces boucles d'hyperactivation, d'hypersensibilisation. On commence toujours par une infiltration dans cette approche, dans la prise en charge que je réalise moi-même. J'effectue comme première approche une infiltration à la fois de l'interligne articulaire pour traiter la lésion et du relais nerveux, le ganglion impar, pour une désensibilisation. Si ce traitement est suffisant, on associe derrière une kinésithérapie pour traiter la composante musculaire. Si cette approche se révèle insuffisante ou les douleurs sont amenées à passer puis revenir dans un délai court, on peut évoluer vers une radiofréquence. Et la radiofréquence consiste à exposer le ganglion impar, qu'on infiltre, à un champ électrique qui va permettre de réaliser une neuromodulation. Il n'y a pas de lésion dans la radiofréquence, notamment pulsée, que l'on propose. Il n'y a pas de destruction du ganglion impar. Il y a une modification, une modulation de son activité dans un objectif de désensibilisation. Et l'on constate en pratique que le résultat obtenu peut être beaucoup plus long par rapport à l'infiltration simple lorsqu'on réalise une radiofréquence. Donc en pratique, on commence par une infiltration, lésion et relais nerveux. Si c'est insuffisant, on peut compléter par une infiltration couplée à une radiofréquence du ganglion impar. Lorsque l'ensemble de ces approches se révèle insuffisante, on est quand même déjà dans un état où on a beaucoup avancé sur l'approche de désensibilisation de la région et on se rend compte qu'il existe une rechute à cause de la lésion.
Et dans ces conditions, on va proposer un traitement chirurgical de la lésion qui tend régulièrement à réactiver les douleurs. Dans ces conditions, les résultats de la chirurgie sont extrêmement intéressants. Ils permettent une amélioration avec une diminution des douleurs de plus de 50%, dans plus de 80% des cas. Ce résultat s'installe progressivement dans un délai de 3 à 6 mois. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura éclairé sur la pathologie coccygienne. Je vous remercie.